Bonjour à toutes et à tous, on est en direct depuis le port de Brest, devant le Edge of Union. On va vous donner notre sentiment par rapport à One Ocean Summit qui s'achève aujourd'hui. J'ai participé à une table ronde avant-hier avec Pierre Karleskind, qui est président de la commission pêche au Parlement européen, pour parler de la question de la surpêche. En dehors de se convier au sommet et à notre sens, en fait, c'est important d'en discuter avec eux, puisque c'est quand même avec eux qu'on trouvera les solutions. De ce que je vois des mesures que vient d'annoncer le président Macron, il envisage de supprimer les subventions publiques qui encouragent la surpêche et la pêche illégale. Si ça va à son terme, c'est une très bonne chose. Nous, ce qu'on aimerait voir aussi, c'est on aimerait voir la France être à la hauteur enfin de ses responsabilités, notamment en matière de surpêche. La France a écopé de dizaines de millions d'euros d'amendes sur cette question-là. Il existe aujourd'hui déjà des fonds européens, donc les fonds FEAMP, qui sont censés favoriser la sélectivité des pêches et favoriser les contrôles. Pour l'instant, cet argent n'a absolument pas été utilisé dans cette optique-là. Donc il y a une grosse progression à faire à ce niveau-là. De ce qu'on en voit aussi, et alors de ce qui nous intéresse, qui nous dit que effectivement l'exploration océanique a des fins d'exploitation, donc c'était somme toute assez évident, donc aujourd'hui on ne s'en cache plus, ça c'est une chose. Par contre on a du mal à être rassuré par le discours qui consiste à dire que ça se fera en prenant le plus de précautions possible. On voit bien les dégâts que ça peut occasionner à terre, les dégâts que ça aura en mer vont être encore plus importants, avec en plus l'inconvénient d'être très loin des yeux du grand public et sur un écosystème qu'on connaît très très mal. Donc on est très inquiet par rapport à ça aussi. La question des énergies renouvelables, donc encore une fois le président Macron a annoncé une ambition d'installer une cinquantaine d'usines éoliennes le long du littoral français d'ici à 2050. Pour nous c'est une décision, enfin c'est une ambition extrêmement dangereuse, parce qu'aujourd'hui on voit bien que la façon dont la France planifie son projet de développement d'usines éoliennes en mer ne tient absolument pas compte de la biodiversité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons le littoral le plus grand d'Europe, de l'Union européenne, avec des zones de biodiversité absolument uniques, irremplaçables, extrêmement fragiles. Nous sommes sur un parcours migratoire pour les oiseaux et les mammifères marins. Nous avons des zones de nidification, des zones de repos, des zones de nourrissage. Aujourd'hui, la façon dont les projets éoliens ont été décidés, ce sont la biodiversité. Et en faisant des études d'impact qui sont, je le rappelle, financées et validées par les promoteurs éoliens eux-mêmes, on s'est dit, bon, on va voir quelles mesures de compensation on peut éventuellement mettre en place. Donc j'invite tout le monde, y compris au ministère de la Transition écologique, y compris M. Macron lui-même, à lire attentivement le rapport du CNPN, Conseil national pour la protection de la nature, qui est une émanation du ministère de la Transition écologique, qui s'est auto-saisi en juillet dernier pour tirer une sonnette d'alarme absolument effarante, dans le sens où, selon eux, si on poursuit avec les projets tels qu'on les fait actuellement, c'est tout simplement incompatible avec la survie des oiseaux marins. Il y a des dérogations de destruction d'espèces protégées, d'espèces et d'habitats protégés qui sont accordées aux projets éoliens. J'en veux pour exemple le projet éolien de la baie de Saint-Brieuc, 59 dérogations de destruction et d'habitats protégés pour des espèces en danger, protégées, et des espèces en danger critique d'extinction, et des populations dont on ne peut pas garantir qu'elles survivront à l'installation du projet. Ces éléments rendent ces dérogations de destruction illégales. Nous les avons attaquées devant le Conseil d'État et nous attaquons aussi devant la Commission européenne. Comment ces dérogations ont pu être accordées de la sorte? Ce qui est en plus choquant, c'est que nous avons fait un micro-trottoir à Saint-Brieuc, nous avons interrogé les gens sur place, y compris ceux qui s'intéressent de près à ce projet, qui se sont rendus aux discussions publiques. Aucune personne n'avait entendu parler de ces dérogations de destruction d'espèces protégées. Comment est-ce possible? Donc, pour clarifier notre position sur la question des éoliennes en mer, on veut une information transparente et complète sur le sujet. On ne peut pas dire aux gens que les éoliennes, et notamment les éoliennes en mer, sont la solution miracle à nos besoins en électricité. Pas sans faire une analyse bénéfice-risque qui soit complète et qui soit honnête. On veut aussi que les scientifiques aient un avis un peu plus important qu'être simplement consultatif. Aujourd'hui, les scientifiques qui basent leurs recommandations sur des faits,
sur la façon dont fonctionne l'écosystème marin, sur le cumul des risques sur la biodiversité. Ces scientifiques-là ne sont pas entendus, ils prêchent dans le désert. Les décisions finalement sont purement politiques et sur la base en plus d'une opinion publique qui est maintenue dans l'ignorance. Donc les débats publics qui se tiennent sur la question des éoliennes, particulièrement les éoliennes en mer, puisque c'est notre sujet à nous, doivent être absolument transparentes sur le sujet. Il y a un débat public sur la question des éoliennes à Oléron. L'avis du Conseil national pour la protection de la nature ne figure pas dans les documents. Comment est-ce possible? La biodiversité n'est pas une variable d'ajustement, elle n'est pas facultative. L'océan est le premier organe de régulation du climat, le premier puits de carbone et le premier producteur d'oxygène. Comment peut-on sacrifier la biodiversité marine au prétexte de lutter contre le changement climatique? C'est ubuesque. Donc on entend aussi le président Macron qui dit qu'il va faciliter les réglementations pour permettre aux projets éoliens de se faire plus facilement. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? En fait, on va faire sauter tous les verrous. Bon, de toute façon, on voit bien que tous les verrous, tous les garde-fous environnementaux qui étaient présents justement pour garantir l'intégrité de l'écosystème marin ont déjà sauté. C'est-à-dire que l'industrie éolienne obtient absolument tous les passe-droits. Aucun autre industriel n'aura eu le tapis rouge comme cette industrie l'a obtenu. Encore une fois, parce qu'on invoque la question du changement climatique. Préserver la biodiversité marine, préserver le vivant dans l'océan, c'est la meilleure façon de lutter contre le changement climatique. Attaquons-nous donc aux principaux dangers. Donc, meilleure surveillance des pêches. On milite activement pour que la France prenne l'exemple de l'Australie. L'Australie a mis en place un système de remote monitoring. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des caméras embarquées à bord des bateaux de pêche qui filment ce qui sort des filets. Voilà, ça permet de compenser le manque de déclaration, de capture d'espèces protégées, les infractions aux quotas de pêche, les infractions de pêche de toutes sortes. Il n'y a pas de moyen plus efficace que celui-là pour avoir une idée réaliste de l'impact de la surpêche sur l'océan. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, techniquement, il n'y a pas d'espèces marines protégées. On a des espèces protégées sur le papier, mais on ne protège pas leurs habitats. Dès lors qu'on ne protège pas leurs habitats, dès lors qu'on n'interdit pas des méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitats des espèces protégées, il n'y a pas de protection effective. Les mots ont un sens. Quand on parle d'aire marine protégée, c'est censé avoir un sens. Le grand public qui entend aire marine protégée imagine une aire forcément protégée. Dans les faits, les aires marines protégées sont des coquilles vides en France. On est à 20% d'aires marines protégées, on est à moins de 0,5% de protection forte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les aires marines protégées, il y a quasiment plus de chalutage que dans les aires marines non protégées. Il y a des projets industriels, on fait absolument tout ce qu'on veut dans les aires marines protégées. Donc avant d'ambitionner d'arriver à 30 ou 33% d'aires marines protégées, donnons une réalité concrète à celles qui existent déjà. Oui, bien sûr, 30% d'aires marines protégées, mais il faut que ça ait un sens encore une fois. Donc le problème, c'est qu'on est toujours dans les discours d'apparence et il suffit de gratter un petit peu le vernis pour voir qu'en fait la situation est absolument catastrophique et on fait croire aux gens qu'on a pris la mesure des enjeux, qu'on a pris la mesure des problèmes et en réalité non. Donc voilà, nous on alerte là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? S'il doit y avoir un autre sommet, on espère qu'on remettra au centre du sujet la question de la surpêche, qu'on invitera vraiment tous les acteurs du secteur, donc effectivement les ONG, mais aussi les pêcheurs, qu'on discutera vraiment des vrais problèmes, sans mauvaise foi, sans déni, sans faux semblant, de la façon la plus apaisée possible, parce que je suis convaincue que même la plupart des pêcheurs, j'ose l'espérer en tout cas, ont envie de garder un océan vivant. Voilà, ceux qui ne sont pas dans ces préoccupations-là, ceux des pêcheurs qui sont dans le déni ou qui sont dans l'appât du gain ou dans le court-termiste, n'ont pas leur place en mer. Ceux des pêcheurs qui veulent que leurs enfants puissent pêcher après eux, on a des discussions intéressantes et productives à faire ensemble. Voilà, je terminerai sur la question de la surpêche et notamment des navires-usines, puisque vous avez sans doute vu ces images que nous avons diffusées la semaine dernière. Donc 100 000 poissons morts rejetés par le Margiris. Le Margiris qui est le chalutier usine, le deuxième le plus gros du monde, qui a été banni des eaux australiennes et du Chili aussi notamment. On aimerait voir ce genre de bateau interdit dans les eaux de l'Union européenne. Voilà. Et pour ça,
c'est important de commencer par une prise de conscience de l'opinion publique. Parce que quand le Margiris est arrivé en Australie en 2012, il y a eu une alliance sacrée avec une levée de boucliers qui a compris en fait les pêcheurs locaux, les ONG, l'opinion publique, les scientifiques. Voilà. Et cette alliance a permis de bannir ce bateau des eaux australiennes. On veut voir la même chose en Europe. Et on aimerait voir la même chose en France. Encore une fois, la France, c'est le plus grand littoral d'Europe. C'est la seule nation à être présente sur tous les océans de la planète. C'est la deuxième plus grande surface maritime. Donc nous avons une énorme responsabilité en termes de biodiversité. Et pour l'instant, on n'est absolument pas à la hauteur. Et on a un grand public qui malheureusement est encore trop déconnecté de l'océan. Quand on fait des opérations de sensibilisation de dauphins qu'on trouve en mer, donc on les expose dans les centres-villes pour montrer aux gens l'impact de la surpêche, de la pêche non sélective. Beaucoup de gens, y compris dans les villes côtières, nous disent qu'ils ignorent qu'on a des dauphins en France. Donc se reconnecter à l'océan, c'est essentiel. Arrêter de considérer l'océan comme un garde-manger inépuisable, comme un gisement d'énergie fossile ou d'énergie minière. Et ça c'est fondamental. Donc considérer l'océan enfin comme un organisme vivant, revoir la façon dont on fixe les quotas, puisqu'aujourd'hui on a une vision complètement cloisonnée de l'océan avec ce qu'on appelle le RMD, le rendement maximum durable, qui en fait considère l'océan comme un énorme supermarché avec des stocks, puisqu'on parle des populations de poissons en stock, qu'il faut manager en fonction de notre seule et unique demande. On oublie complètement cette approche écosystémique. N'oublions pas que dans l'océan il y a des prédateurs marins, il y a des dauphins, des requins qui ont besoin de manger. D'ailleurs, sur la question des dauphins qui s'échouent en masse sur nos plages, nous on a beaucoup focalisé sur la pêche côtière ces dernières années parce que justement son impact était minimisé et que dans l'esprit du grand public, un bateau qui fait 10 mètres est forcément un bateau inoffensif. En réalité, c'est la technique de pêche qui importe. Donc on a beaucoup focalisé là-dessus. Par contre, on se met maintenant aussi beaucoup sur les navires-usines qui pêchent au large parce que ces navires-usines pêchent en énorme quantité les poissons proies des dauphins. Ce qui est évident et ce qui est avéré au niveau scientifique et ce que les pêcheurs ont bien remarqué, c'est qu'il y a eu un déplacement de la population des dauphins du large vers les côtes. Ces dernières années, ils se sont énormément rapprochés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que leurs proies sont surpêchées au large par ces énormes navires-usines qui vont vous fabriquer du surimi, de la farine de poisson pour nourrir les poulets d'élevage et les poissons d'élevage. Et donc quand ils se rapprochent des côtes, eh ben, ils meurent asphyxiés, pris au piège dans les milliers de kilomètres de filets de pêche qui sont posés chaque jour dans le golfe de Gascogne. Donc ils ont le choix entre mourir de faim ou mourir asphyxiés. Voilà, ça c'est l'océan, ça c'est ce qu'on a fait de l'habitat marin pour les prédateurs marins. Et c'est fondamental de se poser cette question du partage. Partager l'océan avec ses habitants, ne pas les oublier et arrêter de considérer l'océan comme un garde-manger à exploiter. Le terme d'économie bleue peut être très inquiétant dans le sens où on a presque l'impression que c'est présenté comme une opportunité, même pour l'océan. Il faut bien avoir à l'esprit que tout ce qui est économie bleue, énergie bleue, tout ça, ça va être des atteintes supplémentaires à l'intégrité de l'écosystème marin. L'objectif, c'est de les minimiser le plus possible et de les éviter le plus possible. Donc déjà, pas de faux semblants, on n'est pas en train de sauver l'océan avec l'économie bleue, au contraire, on va y porter une atteinte supplémentaire. Donc ne nous leurrons pas sur cette question et surtout changeons notre regard sur l'océan, c'est fondamental. Et vous qui êtes Français et Françaises, ayez bien à l'esprit que vous faites partie d'une nation qui a un rôle prépondérant en la matière. C'est très bien que la France lance le One Ocean Summit, donnons-lui du sens et de la consistance et occupons-nous de gérer vraiment les urgences, les problèmes les plus importants, sans les occulter, sans faire de faux semblants et sans mentir aux gens. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, mais sur les aires marines qui ont été annoncées ce matin, les extensions d'aires marines justement, donc on parle des terres australes françaises, on parle de la Polynésie française. Vous avez dit que c'était souvent des coquilles vides. Pour celle-ci aussi, vous considérez que ce sera des coquilles vides ? Alors le problème, c'est qu'effectivement c'est plus facile de faire des aires marines protégées avec des protections strictes très très loin de la métropole. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des aires marines protégées ici en métropole, dans les dom-toms. Je vais citer en exemple Mayotte, qui est censée être une énorme aire marine protégée à elle toute seule et dans laquelle le braconnage est absolument complètement débridé. Donc voilà, le problème, c'est encore une fois ce fossé abyssal qu'il y a entre la protection de papier et la réalité de terrain. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. J'espère que c'était assez clair. Il y avait une autre question ? Allez-y.
Je me demandais simplement, vous parliez des éoliennes en mer, est-ce que pour vous il y a un moyen de concilier éoliennes en mer et biodiversité ou pas du tout? Alors c'est une très bonne question. En fait, nous, notre position, elle n'est pas de dire il faut absolument bannir toute éolienne en mer et ne même pas y penser. Nous, on est dans un rôle de protecteur de la biodiversité. Donc, quand les alertes scientifiques sont aussi inquiétantes qu'elles le sont sur ces sujets-là, quand on voit que la France n'a pas fait le travail de cartographie préalable de son littoral, ce qui a été fait en Europe du Nord, hein. Ils n'ont pas les mêmes enjeux en termes de biodiversité en Europe du Nord et ils ont fait ce travail de cartographie préalable pour exclure les projets d'éoliennes en mer des zones de biodiversité importantes. Nous, on ne l'a pas fait en France. Donc voilà, ce qu'on demande, nous, c'est que ce travail soit fait, que les zones d'importance en termes de biodiversité soient préservées. Aujourd'hui, en fait, les critères sont purement techniques et économiques. Donc on va au plus simple et on va au plus économique et on verra bien comment on s'arrange avec la biodiversité. Et c'est surtout ça qu'on dénonce en fait. Et aussi le manque d'information, que les gens sachent vraiment ce que ça implique pour la biodiversité, quand il y a des dérogations de destruction et d'habitat protégés, que les gens soient au courant, qu'ils ne le découvrent pas parce que nous on le leur dit. Voilà, oui. Alors du coup, ce que vous recommanderiez, ça serait de suspendre tout projet futur de création d'éoliennes en mer tant que cette cartographie du littoral français n'a pas été faite? Alors nous, clairement, on demande un moratoire sur le développement des usines éoliennes en mer pour revoir complètement notre copie. La priorité, on est quand même dans une logique de lutter contre le changement climatique, hein. C'est bien ce qui justifie tous ces investissements et tous ces projets. Donc comment est-ce qu'on peut, dans cette logique-là, accepter de sacrifier la biodiversité ou la faire passer au second plan? La biodiversité marine doit être la priorité. Et donc faire un moratoire, parce que pour l'instant on est parti du très mauvais pied en France. Et ce qui est terrible, c'est qu'on n'est pas une nation anodine à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, on a le plus grand littoral d'Europe et on a des zones de biodiversité qui sont absolument irremplaçables. Et donc on devrait être meilleur que les autres. Et au lieu de ça, on fait pire. Donc oui, moratoire tant qu'on n'a pas complètement revu notre copie. Voilà. Désolée, j'enchaîne. Ce matin, Emmanuel Macron a aussi parlé d'un plan d'action justement pour lutter contre la pêche non sélective et donc notamment la capture des dauphins, etc. Vous en pensez quoi de son plan d'action ou du point d'étape qu'il a fait là-dessus? Alors, qu'est-ce qu'il a détaillé dans son plan d'action? Il y a des mesures extrêmement concrètes pour lutter contre la pêche non sélective, hein. Donc d'une part, c'est ce que je disais, c'est les caméras. Nous, on filme des bateaux de pêche qui posent leur filet au milieu des dauphins. Parce qu'ils savent que de toute façon, si les dauphins sont capturés, ça passera sous la capture accidentelle et donc il n'y a pas de problème. Donc avoir des caméras qui permettent d'identifier quels sont les bateaux les plus destructeurs, quels sont les comportements les plus destructeurs, interdire les méthodes de pêche non sélectives des zones fragiles dans lesquelles évolue la biodiversité. Voilà, c'est fondamental. Mais ça renvoie aussi à une meilleure sélectivité de la pêche, donc pêcher moins, pêcher mieux, et ça veut dire en bout de chaîne manger moins de poissons. La consommation de poissons a doublé en 50 ans. Aujourd'hui, voilà, on fait du surimi, des farines de poissons pour nourrir les animaux d'élevage. Donc c'est aussi ça, c'est qu'en bout de chaîne, il y a une demande qui explose. L'Union européenne est la zone du monde qui importe le plus de poissons. 70% des poissons qui sont consommés en France sont importés. Et plus de la moitié des poissons qui sont importés dans l'Union européenne viennent d'Afrique, de pays en voie de développement. Donc pour le coup, ça c'est un sujet qu'on connaît bien puisque nous on travaille depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest, qui est la zone la plus braconnée au monde. Ce sont des gens qui sont mis à genoux, qui n'ont plus de quoi manger, qui braconnent du coup la viande de brousse. Tout ça, c'est un terreau extrêmement fertile pour la montée des conflits sociaux, du terrorisme, des flux migratoires extrêmement importants qui risquent d'arriver de gens qui sont poussés par la misère. Donc préserver l'océan dans ces régions-là, c'est fondamental. Et donc on travaille en partenariat depuis maintenant plusieurs années avec plusieurs pays dans le golfe de Guinée et c'est extrêmement efficace. L'objectif, c'est de pouvoir démultiplier ça. Bon, là, on a maintenant une assise régionale, mais c'est important aussi que nous, l'alimentaire est une question centrale. Sur une planète où on est plus de 7 milliards, bientôt 8 milliards d'êtres humains, manger de la viande et du poisson comme on le fait, nous, en Occident, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable sans épuiser l'océan, ça n'est pas tenable sans affamer les gens dans les pays en voie de développement qui ont, pour le coup, eux, un besoin vital de consommer du poisson, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, et je crois que je vais m'arrêter là, j'ai fait à peu près le tour, je crois. Voilà, bon ben merci à tous et si prochain One Ocean Summit il y a, j'espère qu'il
qu'il ne passera pas à côté de l'essentiel et qu'il annoncera des mesures extrêmement concrètes, ce que malheureusement on n'a pas vu pour cette première édition.